Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour si vous étiez là hier. Un tout petit mot de liaison, puisque vous le savez, c'est un processus en cours. Hier, on a vu les 4 premiers épisodes d'Irma Vep, la série d'Olivier Assayas, adaptée et prolongée elle-même du film d'Olivier Assayas, Irma Vep, tourné en 1996. Donc 4 premiers épisodes hier, 4 cet après-midi. Alors cet après-midi, donc 5, 6, 7 et 8, plus court qu'hier, puisque ça dure 3h23 seulement. Il n'y aura pas de pause. Je le dis aussi d'un mot, le petit souci technique qu'on a eu hier pendant moins d'1 minute, Inch'Allah, c'est réglé. Donc ça ne vient pas du DCP, donc ça vient d'un problème d'enceinte ici dans la salle, qui normalement a été repéré et résolu. On va le vivre en direct, normalement ça devrait bien se passer. Je vous rappelle aussi que donc, au terme des 3h23, donc ça sera vers 18h, on fera une pause de 10 minutes, donc regardez vos montres, et 10 minutes après, je ne peux que vous inciter, vous inviter à revenir pour un débat qui n'excédera pas 45 minutes, mais Olivier Assayas nous fait le plaisir et l'amitié de revenir à la fin de la série, comme il était là au début avec ses acteurs hier. Il reviendra, et Frédéric Bonneau et moi-même, nous lui poserons avec vous quelques questions sur cette série qui n'est pas banale, sur l'ampleur du geste narratif, sur le choix de certains acteurs et actrices, et sur son désir à lui, j'allais dire, d'y revenir autrement, mais d'y revenir vraiment, et je pense que ce qu'on va voir là par la suite va encore accentuer le côté retour des fantômes. Voilà, je vous souhaite une bonne projection, je vous dis rendez-vous à tout à l'heure vers 18h, regardez vos montres, 10 minutes après on se retrouve. Voilà, merci, bonne projection. Voilà, Olivier Assayas. Voilà, je pense que Olivier, on peut vous applaudir parce qu'effectivement, quoi qu'on pense du film, c'est quand même un tour de force d'avoir d'emblée accompli ce qu'on vient de voir pendant 2 jours, pendant 8 heures. Et merci à celles et à ceux qui ont suivi, et à celles et à ceux qui sont restés. Moi, la première chose qui me vient, la première question à laquelle je pense au terme de ces 8 épisodes, c'est une fois qu'on a, disons, le feu vert d'une production, j'imagine sur la base de leur proposition, sur la base d'une note d'intention, sur la base d'un accord commun, j'ai envie de dire comment ça s'écrit 8 heures de fiction, j'imagine que ça s'écrit pas d'un coup, est-ce que ça s'écrit tout seul, est-ce que ça s'écrit à plusieurs, est-ce que ça s'écrit même quand c'est commencé? Si ça s'écrit d'un coup. Alors, d'abord, je voudrais remercier le public qui est venu, qui m'a fait confiance et qui est venu 2 jours de suite voir ce film. C'est quelque chose c'est un acte à la fois de générosité vis-à-vis de mon travail et dont je suis d'autant plus admiratif que je ne sais pas si moi-même je serais capable de le faire. Je pense qu'entre hier et aujourd'hui, il y a eu hier 300 spectateurs et un peu plus de 200 aujourd'hui, ce qui donne une idée. Et il en reste 100, c'est pas mal. Oui, non, alors, comment ça s'écrit disons que moi, je me retrouve dans ce film-là à fonctionner dans un système qui n'est pas le mien, qui n'est pas le monde dans lequel j'ai fait du cinéma jusque-là, qui fonctionne selon d'autres valeurs. D'abord parce que c'est la première fois que je fais un film qui est entièrement une production américaine, c'est HBO, c'est 24, et voilà, j'ai fait des films qui étaient des films français, qui étaient parlés en anglais, ou qui étaient financés en partie aux États-Unis ou à l'international, etc. Là, non, là, je suis dans le système, c'est la première fois où je me confronte à cette idée d'être tout à fait dans le système. Donc c'est un système qui a à la fois
de grande qualité, parce que quand je travaille avec HBO, c'est à peu près les meilleurs, enfin, dans le sens pour faire une série aujourd'hui, enfin, dans le sens où c'est eux qui ont fait les choses, la plupart des séries les plus audacieuses, les plus intéressantes, les plus stimulantes, etc. Donc j'ai en face de moi des interlocuteurs qui sont pas juste un pouvoir d'argent, mais qui sont des gens qui ont réussi de très belles choses dans leur domaine et qui sont aussi éventuellement des bons interlocuteurs. À moi de trouver la bonne place où cette communication peut avoir lieu. Comment dire, mais je me retrouve aussi dans un système où l'écrit, où le scénario a en effet beaucoup de place. C'est-à-dire parce que le scénario, c'est l'endroit, c'est la couche, disons, du cinéma que l'industrie peut contrôler, pour le dire un peu bêtement, c'est-à-dire dans le sens où sur le scénario, on a l'impression qu'on peut corriger le scénario et transformer le film, adapter le film, régler le film, adapter le film à ce qu'on imagine être la demande du public, etc., etc. Et ça coûte pas cher, parce que c'est un mec assis derrière son ordinateur, et etc. Tandis que quand ça devient le processus de fabrication d'un film, ça devient beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher. Et idem si ce genre de débat, de conflits ont lieu en aval, c'est-à-dire à la fin du processus, au moment après le montage. Donc, je me retrouve quand même dans un système où l'écrit, dans un premier temps, est roi. Alors, je vous épargne le processus très mécanique à travers lequel n'importe qui fait une série passe, c'est-à-dire faut qu'il y ait un producteur, faut travailler avec ce producteur qui en l'occurrence était A24 aux États-Unis pour moi. J'ai écrit un épisode une établi une note d'intention. Ils appellent ça une Bible. Enfin, en réalité, c'est une sorte dans laquelle sont décrits vaguement les personnages et où sont développer vaguement, enfin résumer vaguement les épisodes à venir, et dans une troisième partie également les possibilités de développement et de déploiement de cette série. C'est-à-dire qu'il faut non seulement expliquer ce qu'on va faire dans cette série-là, mais de ce qu'on pourrait faire au cas où il se trouvait que c'était un succès et qu'il y aurait une suite. Et donc, donc il faut poser ces jalons-là. Moi, je l'ai fait de façon, comment dire, disons que, encore une fois, si j'avais eu des interlocuteurs moins intéressants, ou moins ayant une idée moins claire de la façon dont je travaille, dont je fonctionne, et qui m'aurait fait tout simplement moins confiance, ça aurait été beaucoup plus difficile. Là, je me retrouve en face de gens qui veulent que je refasse Irma Vep, qui est un film, comme je vous l'ai expliqué au début de la première séance, qui s'est fait pour pas un rond en France il y a 25 ans, dans une situation de liberté absolue, parce que des comptes à rendre à littéralement personne, puisque personne n'avait mis d'argent dedans. Donc j'étais d'autant plus libre que j'avais de comptes à rendre à personne. Et donc, eux, ce qu'ils me demandaient, la spécificité de ce qu'ils attendaient de moi, c'était pas ce que pourrait apporter dans le même contexte un cinéaste américain, mais ce que moi, cinéaste français, ayant fait ce film-là, pourrait leur apporter de nouveautés ou de singularité dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel pour eux et où ils ont besoin de trouver des idées, de choses qui vont plaire à la fois au public, éventuellement à la critique, et qui d'une certaine façon sortent du cadre de ce qui se fait habituellement. Pour eux, disons que moi, j'ai jamais oublié dans la totalité du processus que quand ils se sont engagés à faire Irma Vep, c'est un grand acte de confiance vis-à-vis de moi, mais c'est aussi un très grand risque qu'ils prennent vis-à-vis de leurs patrons qui sont Warner. C'est HBO, c'est Warner.
Quand j'allais au travail, là, le matin, je montrais un badge Warner à l'entrée, avant d'aller faire mon test Covid, une fois tous les 2 jours. Donc, j'ai écrit. J'ai écrit un premier épisode sur lequel il y a eu le genre d'aller-retour qu'il y a avec n'importe quel producteur dans n'importe quel film. Et puis après, il se trouve que HBO, qui n'était pas impliqué au départ, puisque c'était le producteur, et 24, qui avait développé le projet. Donc simplement, donc il fallait le proposer à une plateforme. Donc on l'a proposé à différentes plateformes, dont HBO. Et HBO, ça s'est allé beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. C'est-à-dire dans le sens où, moi, dans ma culture, au cinéma, en général, les films, ils sont retardés. Ils sont retardés plus ou moins, mais ils sont en général retardés. C'est rare qu'ils soient avancés. Là, je me suis retrouvé avec un film avancé. C'est-à-dire dans le sens où HBO nous a dit, ah bah écoutez, nous, ça nous intéresse beaucoup, ça nous intéresse, ça nous plaît, mais voilà, nous, on a une grille, elle n'est pas extensible, on va... comme du fait de l'arrêt de multiples productions, du fait du lockdown et de la pandémie de Covid, donc du coup il y a des créneaux qui se sont libérés. Et ils disent, et nous on a un créneau qui s'est libéré, qui est celui de juin, de début juin 2022. Est-ce que vous pensez que vous pouvez être prêt et on parle d'un an avant, on parle littéralement d'un an avant, est-ce que vous pouvez être prêt à cette date-là? Moi, j'ai répondu non. Non, je vois pas du tout comment on peut être prêt. Enfin, même en travaillant très vite, moi j'aime beaucoup travailler très vite, mais là c'est délirant. Et alors la réponse est venue, c'est un dialogue qui a eu lieu relativement vite et parce qu'il était brutal. La réponse a été, ah bon, bah écoutez, dans ce cas-là, on faudra envisager 23, 24, peut-être 25, etc. Moi j'ai fait suffisamment de films pour savoir que quand on commence à entendre ce genre de trucs, il y a toutes les sirènes d'alarme qui se mettent en route, etc. Parce qu'en général, ça veut dire que le film ne se fera jamais. Donc, je me suis retrouvé en phase de faire quelque chose qui me paraissait infaisable, c'est-à-dire faire cette série, me lancer dans ce projet, l'écrire en totalité, le préparer, le tourner, le monter, etc., dans un délai qui me semblait absurde. Et je me suis dit, au fond, il y a le choix entre ça et ne pas le faire. Donc, allons-y, faisons-le. Mais je savais que je mettais, disons, mes nerfs à dure épreuve. Je savais que j'allais vivre 2 ans d'enfer. De fait, j'ai vécu 2 ans. J'ai vécu 2 ans d'enfer. Pas d'enfer, mais comme vous pouvez le voir, ça a été un plaisir, ça a été un bonheur de faire ce film à tous égards. Mais ça a été très dur. Mais la liberté de ce que vous voyez à l'image tient au fait que, je vais arrêter là-dessus sur l'écriture, parce que c'est là où je voulais en venir, sur le fait que, d'une certaine façon, HBO du point de vue du contrôle, se sont un peu tiré une balle dans le pied, c'est-à-dire à partir du moment où ils me disaient vous devez finir à telle date, ça veut dire que je sais pas, qu'il n'y avait pas le temps de faire des allers-retours, de dialoguer avec eux sur le scénario. Ça court-circuitait un peu les allers-retours. Ça court-circuitait tout. Ça court-circuitait tout. Et du coup, tout le monde était emmené dans une sorte d'accélération où il n'y avait plus le temps de contrôler. Il n'y avait plus le temps de contrôler, et du coup, ça devenait une aventure collective où au fond, il y a des amitiés, il y a qui sont créées, il y a un dialogue qui a eu lieu, mais au fond, il n'y avait pas moyen de tenir cette série-là qui était hors de contrôle, de la même manière que sont tenues n'importe quelle autre série, n'importe où au monde. Donc voilà à peu près disons et plus
avec y compris le fait que, vu la vitesse à laquelle j'avais écrit, il y avait des choses que je considérais inabouties, pas complètement satisfaisantes, etc., et que je passais mon temps à rectifier avec les acteurs, à réinventer le matin en faisant le découpage, en rajoutant des bouts de dialogue, en coupant d'autres, et en changeant des trucs sur le plateau, en inventant des trucs sur le plateau. Donc le truc, il a été, contrairement à... ça a été quelque chose qui, a priori, est impossible dans le cadre du cinéma américain, c'est-à-dire un film qui s'est fait, qui s'est créé sur le tournage. Après, ça a été plus dur sur le montage, parce que sur le montage, il y avait c'est concret, et il y avait l'idée qu'il fallait que ceci soit intelligible, cela soit intelligible, il y avait une sorte d'obsession d'intelligibilité, et il y a des moments où j'ai un peu craqué, parce qu'en fait, ils passaient leur temps à me demander de rendre Feuillade intelligible. Et le problème, c'est que Feuillade est parfaitement inintelligible. Il est parfaitement, donc je ne savais plus comment faire, parce que je l'ai fait. Mais moi, si vous m'aviez dit qu'il fallait rendre Feuillade intelligible, je ne me serais jamais engagé à faire ce truc, parce que dans la réalité, ça ne l'est pas, quoi. Ça ne marque par quel boucan qu'on le prenne. Donc ça veut dire que j'ai été obligé de bricoler Feuillade assez radicalement. Si vous voyez, enfin ceux qui connaissent par cœur les vampires ou qui auraient envie de le voir, vous verrez que les vampires, ça raconte pas tout à fait la même chose que ce qu'on raconte dans le film, parce que j'ai été obligé de faire littéralement du bricolage avec Feuillade pour que le spectateur américain contemporain soit pas désorienté par la syntaxe, il faut qu'il ait le sentiment que Feuillade était cohérent d'emblée. Était d'emblée cohérent, et qui savait ce qu'il faisait, qui savait ce qu'il racontait, alors qu'en réalité, Feuillade, il avait des bouts de papier dans ses poches, parce que racontent les gens qui travaillaient avec lui, il avait des bouts de papier dans ses poches, dans lesquels il y avait des bouts de scène, il tournait des bouts de scène, il tournait cette scène-là, puis après, le lendemain, l'inspiration l'emmenait ailleurs, donc Feuillade avait beaucoup de fantaisie, il avait mais il n'avait aucun besoin de cohérence, puisque de toute façon, une fois que les gens ne revoyaient pas les épisodes, une fois qu'ils avaient été montrés au Gaumont Palace, etc., et c'était fini, c'est du temps, et puis donc au fond, il y avait cette idée que le récit s'oubliait au fur et à mesure qui se fabriquait. Ce qui est peut-être le plus étonnant, c'est la liberté constante, enfin, qu'on ressent en voyant le film, son audace aussi, quand même, son audace entre les mélanges, y compris les aspects autobiographiques, les réflexions artistiques, enfin, le film brasse beaucoup de choses. Mais peut-être, c'est ce que tu viens d'expliquer quant à sa fabrication, c'est la liberté presque face au genre lui-même. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas beaucoup les séries, mais je connais bien les séries HBO, et je les admire beaucoup, mais même si je les admire, je comprends comment ça marche. C'est-à-dire que c'est un système justement très scénaristique, de cliffhanger, de suspension de récit, de coups de théâtre, etc., etc. Et on se dit, il y a quand même une norme dans la série, dans l'exercice de la série, une norme presque dramaturgique de récit, et le plus extraordinaire, c'est que Irma Vep joue de ça, mais y échappe totalement. C'est-à-dire qu'on ne peut vraiment pas dire que la série soit normée ou soit sur des rails. Enfin, comment quand même tu as pu jouer avec ça? Si tu veux, déjà, il y a une chose qui est le principal élément de la liberté que j'ai pu avoir, que pourrait avoir n'importe quel cinéaste dans le même contexte, ça tient à la durée. C'est-à-dire que la durée, pour moi, c'est de l'espace vide à inventer. C'est-à-dire parce que je pars d'un film qui fait 1h35, 1h40, évidemment je laisse de côté, et puis à partir des thèmes que j'ai disposés de façon très improvisée, presque irresponsable au moment où je faisais Irma Vep en 96, à partir de ces thèmes-là qui sont
des thèmes, je dirais, de l'histoire qui ont à voir avec l'histoire du cinéma, qui ont à voir avec le rapport de l'intime avec la pratique du cinéma, etc. J'ai la possibilité, là où je pouvais effleurer ces thèmes, j'ai la place, l'espace de les déployer, d'aller plus loin et d'aller en chercher d'autres, et au fond, d'une certaine façon, de m'interroger moi-même sur mon propre travail, c'est-à-dire ayant fait ma propre œuvre, je me pose la question, mais en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi j'ai fait ça? De quoi je parlais? Etc. Et qu'est-ce qui manque? Et qu'est-ce qui pourrait être l'algorithme du déploiement? Alors, tout simplement, tout simplement la possibilité d'aller plus loin dans chacun de ces domaines. Mais ce qui m'a donné la clé, enfin une clé, en tout cas quelque chose qui m'a certainement beaucoup aidé, c'est de me dire, d'une certaine façon, qu'est-ce que j'avais négligé qu'est-ce que j'avais négligé qu'est-ce que j'avais laissé de côté dans Lire ma Web d'origine, parce que de toute façon ça n'avait pas sa place, c'est le feuilleton, c'est la sérialisation. Et donc, d'une certaine façon, quand je faisais le premier Irma Vep, je jouais avec un cinéaste qui était inspiré par Les Vampires de Louis Feuillade, mais pas par le fait de faire une série, évidemment. Tandis que là, je pouvais ramener le feuilletonesque, qui est quelque chose que j'ai toujours aimé, qui a toujours beaucoup, y compris du point de vue littéraire, c'est des choses que j'ai un goût que j'ai toujours eu. J'ai fait ma maîtrise de lettres sur le roman feuilleton. Donc c'est pas l'académique, mais disons que c'est un domaine que je connais un peu. Donc, je me suis servi des épisodes de Feuillade pour alimenter ma série. C'est-à-dire, d'une certaine façon, j'ai ramené et j'ai gardé pour chacun des épisodes un titre qui est un des titres des Vampires de Feuillade. Donc, d'une certaine façon, j'ai ramené à Feuillade ce qui était à Feuillade, qui est beaucoup plus présent évidemment dans cette version-là que dans Lire ma Web de départ. Et puis, il y a un autre élément qui est ça que j'ignorais. Je crois que le livre avait déjà été publié, mais en tout cas, il avait échappé à ma vigilance. En tout cas, c'est que avait été publié un livre consacré à Musidora, dans lequel il y a ses souvenirs qui ont été publiés dans une revue de cinéma, si je ne me trompe pas, pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, où par épisode, elle racontait sa vie. Et donc tout d'un coup, on voyait, y compris, l'importance qu'elle-même avait dans la création de son propre personnage. Et donc, je me suis dit, au fond, c'est passionnant. En termes de chacune des couches de mon récit, l'idée de ramener Musidora, l'idée de ramener non seulement la voix de Musidora, mais le souvenir documentaire de Musidora sur le making-of, était également quelque chose qui nourrissait le personnage de Mira, qui nourrissait la réflexion de René, etc. Il résonnait comme une boule de billard sur la totalité des angles du film. Donc ça a été les deux éléments clés. Mais alors, quand vous dites, effectivement, on voit très bien dans le film que les épisodes de Feuillade servent en quelque sorte de fil rouge, de guide, et que votre film, finalement, suit à sa manière l'intrigue de Feuillade, et on se dit que Feuillade est là aussi, peut-être pour... En fait, je me disais, en voyant le film, puisque moi je l'ai découvert ce week-end, et je me disais, mais en fait, ce à quoi vous avez voulu revenir, alors plus de 100 ans après, pour le coup, c'est à l'émotion contenue, enfin, j'allais dire à l'éblouissement qui est contenu dans les plans de Feuillade qu'on voit. Oui, il y a quelque chose
en fait, on se dit, en 96 déjà, hein, il y avait un extrait, mais dans Irma Vep, on se dit, il y a cet éblouissement, c'est comme les étoiles, ça risque de pâlir dans le temps, ça risque de s'affaisser, ça risque de disparaître. Dans le monde des images d'aujourd'hui, et Dieu sait que le film en parle, du monde des images d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'affaiblit. Et là, on a l'impression d'un acte militant qui consiste à remettre de la brillance dans les images d'il y a 100 ans, et qui sont éclatantes quand on les retrouve. Disons que il y a le désir, en effet, qui était déjà présent. Il y a un élément qui est présent de façon matérielle et centrale dans la série, qui était simplement évoqué dans les d'origine, mais qui était non clé, qui était ce désir de retrouver, d'essayer de retrouver quelque chose de perdu, qui était la magie du cinéma des origines, qui était cet émerveillement à regarder le monde pour la première fois. C'est-à-dire que chaque fois que Feuillade avait à résoudre un problème de mise en scène, un problème de récit, etc., ce problème se posait à lui pour la première fois. Et de la même manière que jamais on n'avait vu au cinéma, puisqu'il y avait eu relativement peu de cinéma avant, un personnage qui ressemblait même vaguement à celui d'Irma Vep. Et que donc, il y avait pour moi, j'ai jamais perdu le fil avec le cinéma muet, j'ai une sorte de passion, j'ai envie de dire presque obsessionnelle pour le cinéma muet, et tout le cinéma muet, justement à cause de ça, parce que même dans le film le moins intéressant, il y a toujours cet émerveillement de regarder le monde pour la première fois, quoi, et de le faire voir, dans le registre de la fiction, de faire dans le registre de la fiction ce que les Lumières ont fait dans celui du documentaire. Vers la fin du film, on voit un moment, un extrait du film de Feuillade, et on voit Musidora marcher dans Paris, et on voit un immeuble avec un échafaudage. Ce seul plan suffit à créer du documentaire, de la fiction, du fantastique, enfin tout est là. Et pourtant, c'est le réel qui lui a donné ça. C'est le réel qui lui a donné ça, et c'est beau parce que c'est un jour pluvieux, il y a trois gouttes de pluie, c'est humide, c'est en travaux, c'est un Paris qui a disparu, donc d'une certaine façon, c'est même y compris l'inscription même de quelque chose de perdu. Et donc, donc, dans le premier Irma Vep, Jean-Pierre Léaud, qui interprétait le personnage de René Vidal, luttait pour essayer de retrouver et se désespérait de ne pas parvenir à le faire, de retrouver la magie, cette magie du cinéma des origines. Et au fond, on passait notre temps, durant la projection, à nous dire mais il n'y arrivera jamais, c'est absurde, on ne peut pas revenir au point zéro, ça n'existe pas de revenir au moment où il y aurait une virginité absolue par rapport aux images. Et pourtant, d'une certaine façon, à l'époque je disais que c'est le seul film que j'ai fait qui est véritablement un happy end, ou d'une certaine façon, dans la version expérimentale du film, il arrivait en déchirant la pellicule, en la rayant, en la scratchant. Et à la fin du film d'Irma Vep, il se produisait une sorte de version d'Irma Vep expérimentale, et qui d'une certaine façon ramenait le cinéma à quelque chose qu'on n'avait pas vu, ou en tout cas qu'on n'avait vu que fragmentairement dans le cinéma expérimental, et que peut-être dans le cinéma de fiction, il y aurait un sens de le ramener. Et donc, j'ai repris cette idée-là, j'ai déployé cette idée-là, mais cette fois-ci en me mettant moi-même dans les chaussures de Feuillade, en essayant moi-même d'avoir le même émerveillement que lui, en tournant moi-même des scènes de films de genre. J'ai réalisé, je me suis beaucoup amusé à le faire, j'ai réalisé des scènes qui étaient des scènes qui correspondaient presque quelquefois au plan à plan à ce qu'avait fait Feuillade, mais en même temps je me rendais compte que finalement la magie opérait.
que la magie opérait, c'est-à-dire que le bonheur qu'il y avait à filmer de façon ludique ces situations de roman feuilleton, il pouvait être le même au temps présent etc. Si on retire du cinéma le poids je sais pas, enfin, du contrôle, le poids de l'industrie, le poids de mille choses qui nous empêchent, ou en tout cas qui coupent notre rapport avec les choses les plus basiques, les plus élémentaires du cinéma, auxquelles aujourd'hui j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de nécessité vitale à revenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à force de nous poser la question, de parler de cinéma et de nous demander ce qu'est le cinéma, et je sais dans quelle salle je parle, on a oublié au fond que le cinéma, tel qu'on le connaît, tel qu'on le pratique, n'est qu'une fraction de ce que peut être le cinéma. Et qu'aujourd'hui, la chose essentielle, c'est presque d'arriver à retrouver, je pense, à pouvoir repartir de zéro, quoi, du cinéma, et de pouvoir se réapproprier la liberté d'invention, de remise en cause, et surtout de retour à l'essentiel qui est contenu dans les potentialités du cinéma contemporain et qui sont néanmoins divergentes. Mais repartir de zéro, oui, mais ce qui est quand même très audacieux et là très gonflé, en fait, c'est le point de bascule. C'est-à-dire que si mon souvenir d'Irmavet est bon, Maggie Cheung était vampée par le personnage, c'est-à-dire qu'elle était habitée, elle se mettait à marcher sur les toits, la fiction et le réel s'entremêlaient, mais ça n'allait pas jusque-là. C'est-à-dire que cette jeune femme américaine qui a l'habitude de jouer dans des films de super-héros qui sont présentés comme tels, c'est-à-dire pas forcément des trucs très passionnants comme forme, avec des fonds verts, enfin des choses un peu ridicules, il y a quand même le coup de force du film. Et là, c'est intéressant de voir que la salle ne se met pas à ricaner. Ça marche. À un moment, elle se met à traverser les murs pour aller embêter une rivale, elle passe par les plafonds, enfin, elle devient une super-héroïne. Et ça interroge quand même la croyance du spectateur enfin, c'est une épreuve, quoi. Oui, alors, disons que j'aurais pas utilisé le mot super-héroïne. j'aurais pas utilisé le mot super-héroïne parce que je trouve que tout d'un coup c'est comme un don, quoi. Elle a un don surnaturel, elle a un don poétique. D'un coup, Marcel Aimé qui croise Feuillade. Voilà, c'est le passe-muraille. Et donc, d'une certaine façon, cette idée de la traversée des murs, elle appartient plus au fantastique littéraire, et il est d'une certaine façon avec des racines peut-être plus françaises que le cinéma de super-héros tel que tu en parles et tel que j'en parle. Comment dire, pour faire ce film-là et raconter cette histoire-là, il fallait aussi avoir les interprètes, etc. Et j'ai évidemment dit un mot de Vincent Macaigne, parce qu'encore une fois, je ne crois pas que ce film tenait avec un autre acteur que Vincent Macaigne. Ça tient pas. Il y a beaucoup d'autres grands acteurs, y compris certains avec lesquels je rêverais de tourner aujourd'hui en France. Mais simplement, j'avais besoin d'une sorte d'âme frère, quoi. Pour pas dire j'avais besoin de quelqu'un qui comprenait parfaitement les données explicites et implicites, visibles et invisibles, du récit et du personnage. Et ça, je l'ai eu dans la personne de Vincent, qui a constamment porté plus haut, plus loin, tout ce que j'imaginais et est devenu créateur avec moi. Et évidemment Alicia Vikander. C'est-à-dire, ce film, je ne pouvais pas le faire sans une actrice qui a à la fois son histoire, parce que de la même manière que je me servais de l'histoire de Maggie Cheung, je me sers au fond de l'histoire
Alicia Vikander, actrice européenne, ayant fait toute sa carrière aux États-Unis, mais surtout ayant une intelligence, une sensibilité, une compréhension du personnage et de ce qui est en jeu dans ce personnage-là, etc., qui m'a permis de raconter l'histoire. C'est parce que j'avais rencontré Alicia Vikander, parce que je trouvais qu'elle avait quelque chose de rare, mais surtout une très grande intelligence de son travail, une très grande intelligence de ce qui est en jeu à l'intérieur du cinéma. Et puis qu'elle puisse être crédible dans tous les registres du film. C'est-à-dire qu'elle ait le côté poétique d'un passe-muraille, d'un personnage de roman, d'un personnage de feuilleton, et qu'en même temps, ça soit une actrice américaine, loin de chez elle, un peu paumée dans ses histoires d'amour, comme une fille de son âge. Enfin, elle est beaucoup de choses à la fois dans le film. C'est-à-dire que c'est là où j'ai besoin de quelqu'un qui ait c'est pas, en général, j'ai toujours un peu l'impression de travailler avec des acteurs qui savent faire une chose et être une chose eux-mêmes, parce que je crois beaucoup à arriver à capter ce naturel-là et cette simplicité-là. Là, pour ce projet-là, j'avais besoin de quelqu'un qui a à la fois cette innocence, cette enfance, et Alicia là, etc., et en même temps la capacité de jouer littéralement 10 rôles différents. Enfin, je ne sais pas combien il y en a, il faudrait les compter, ou pas les compter, on s'en fiche, mais disons qu'en tout cas, il y avait, à chaque scène, elle se métamorphosait, et elle était sur un registre différent, et d'une certaine façon, à force d'accumuler les couches, il finit par se créer un effet de profondeur, de richesse du personnage, qui est nourri par la forme feuilletonesque. Et la façon dont elle-même était, et on est égaré comme elle-même était égarée par moments, parce qu'on se rappelle régulièrement que ah oui, mais c'est le même personnage qui vit ces choses-là dans sa vie réelle, qui se retrouve à jouer des choses qui sont fort différentes dans le film, et avec, en se retrouvant dans des dialogues avec des cinéastes différents, à des moments différents et des enjeux différents. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, je le dis toujours, et je le répète encore une fois, enfin, le cinéma est un art collectif, et que d'une certaine façon, j'ai besoin que cette création puisse être partagée, à la fois par toute l'équipe du film, à tous les stades de tournage, production, tournage, post-production, jusqu'au bout, mais surtout habité par rendu vivant par des acteurs qui, pour moi, sont un peu plus que des acteurs, qui sont des collaborateurs à qui je donne un espace de liberté où, quelquefois, je les guide à peine et je me laisse plutôt guider par eux. Oui. Pour rester sur Alicia Vikander, ou disons l'actrice et le personnage, et comme tout à l'heure vous parliez de la séquence, enfin du moment où elle commence à passer à travers les murs, typiquement ça, comment c'est venu cette idée que tout d'un coup elle allait se mettre à passer à travers les murs, et 2, est-ce qu'on se dit à ce moment-là, non, ça c'est pas possible, le récit peut pas assumer une telle transgression. Bref, comment on deal avec à la fois trouver l'idée et l'accepter soi-même? Disons que je me suis dit, franchement, je me suis dit, ça doit être du 6e épisode, etc. Je me dis, à un moment donné, si on n'a pas marre à ce stade-là, allons-y, parce que ils sont prêts à tout, quoi. Le public est prêt à accepter. Non, disons que alors, j'ai envie de dire d'abord, ça vient d'un endroit extrêmement. Alors, on va revenir en arrière. J'avais écrit il y a très longtemps, c'était une proposition d'un producteur de faire une adaptation de Fantomètre, les personnages de littérature enfantine, etc. Bibliothèque verte. Une bibliothèque verte, et je ne sais pas pourquoi j'avais eu cette idée que comme c'était, dans l'adaptation, je ne sais pas, j'avais eu l'idée à cette époque-là d'un personnage qui traversait les murs, quoi, voilà, qui
qui est quelque chose qui n'est pas présent, particulièrement dans le personnage de Fantomètre en général, mais j'aimais bien cette idée, j'avais joué avec dans le scénario, le film n'avait pas trouvé son financement, s'était tombé à l'eau, ciao, etc. Mais j'avais gardé peut-être dans un coin de ma tête cette idée, la poésie que ça pouvait avoir. Et d'une certaine façon, je me suis, en écrivant, encore une fois, à toute vitesse, ces 8 scénarios, je me suis retrouvé aussi dans la peau du feuilletoniste qui doit nourrir la curiosité du spectateur. Et qui est en cavale, quoi. Et que d'une certaine façon, je me disais, qu'est-ce que je peux faire qui va surprendre le spectateur, etc. Voilà, allez, je traverse les murs. Et c'est, voyons ce que c'est. Non, mais tout d'un coup, j'ai compris que ça marchait, parce que je m'y suis intéressé moi-même. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'idée de ce personnage qui est perdu dans sa vie sentimentale et qui se retrouve avec la capacité de voir vivre sans elle, débarrassé d'elle, j'ai envie de dire, des personnages qui ont été au cœur de sa vie, auquel elle a été liée, c'est quelque chose qu'on dire que tout le monde comprend cette émotion-là. Quand on s'est séparé, quand on a vécu avec quelqu'un, qu'on s'est séparé, il y a toujours derrière la tête l'idée de mais qu'est-ce qu'il fait, comment il fait sans moi, quoi. Et d'une certaine façon, cette question du comment il fait sans moi est en réalité le sens de la séquence, des séquences de traversée des murs. Et c'est effectivement le cœur du film. Enfin, le cœur du film, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce côté feuilletonesque, ludique, impossible de traverser les murs, et simultanément une émotion qui est quelque chose que je pourrais raconter dans un film qui se ressemblerait peut-être plus à ceux de Bergman qu'à ceux de Feuillade. Alors, là, on parle un peu de ce coup de force fictionnel et d'ailleurs du plaisir qu'il engendre. On pourrait aussi parler de la fantaisie du film, son humour, et aussi ses aspects autobiographiques. C'est-à-dire que le moins qu'on puisse dire, c'est que selon une expression de tennis bien connue, tu lâches tes coups, quoi. Voilà, ça y va. C'est vraiment drôle. Ça peut être aussi assez inconfortable, parce qu'on voit bien justement qu'il y a une part d'autobiographie, mais même pas dissimulée une seconde, claire, assumée, y compris sur le comique. Alors, ça renforce encore le côté prototype du film, parce qu'on ne s'attend pas forcément à ça dans une série américaine, puisque c'est une série américaine, mais ça, tu crois que c'est lié aussi à la vitesse et presque à la contrainte de l'écriture, ou c'est autre chose? C'est autre chose. C'est autre chose. Oui, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire que après, je sais pas comment je suis arrivé à le faire passer, ça j'en sais rien, mais comment ça m'est venu. Il y a quelque chose de presque, il y avait une sorte d'évident. Enfin, je l'ai découvert en écrivant. C'est-à-dire que parce que quand j'essayais de résumer Irma Vep, le premier, que j'essayais de décrire qui était le personnage d'Irma Vep quand je faisais la Bible de la série, etc., je passais mon temps, au fond, à dire, voilà, c'est passionnant parce que c'est un personnage autonome. C'est un personnage autonome qui traverse l'histoire du cinéma. Il naît, Musidora et Louis Feuillade lui donnent naissance dans Les Vampires, et puis cette silhouette en combinaison noire qui rôde dans les couloirs d'hôtel, à la fois qui incarne aussi une féminité dangereuse, etc. C'est un des spectres qui hante l'histoire du cinéma. On le retrouve chez Hitchcock, on le retrouve chez Franju, on le retrouve dans la totalité des films de super-héros américains, où j'ai l'impression qu'il y a la première réunion qu'est-ce qu'on va, alors quelle version de combinaison on va trouver pour l'héroïne, etc., qu'on n'a pas déjà vu 250 fois. Donc au fond,
il y avait cette idée cette idée d'un spectre qui entrait le cinéma et qui, comme dans, je sais pas, dans La Nuit des Morts Vivants, un truc comme ça, prendrait possession au sens psychique, quoi, du personnage qu'il entrait. C'est une sorte d'esprit qui s'emparerait de personnage, et puis ensuite il quitterait au moment où ce personnage ne l'intéresse plus. Et je crois un peu dans cette idée. Enfin, j'aime bien cette idée. En tout cas, elle m'aide souvent à me raconter l'histoire du cinéma et d'une certaine façon à comprendre comment tous les fils du cinéma, quels qu'ils soient, sont reliés, quoi. Au fond, c'est une image poétique, mais c'est une image poétique qui a une certaine vérité. Et quand j'ai commencé à écrire et que j'ai commencé à avancer dans cette écriture, et je me suis rendu compte que si je voulais être honnête, j'appartenais à cette histoire. C'est-à-dire que ce qui n'était pas le cas quand j'ai fait Irma Vep. Quand j'ai fait Irma Vep, j'étais dans la position d'un cinéaste, pas extérieur, mais normal, c'est-à-dire qui regarde le monde, qui regarde l'histoire, y compris l'histoire du cinéma, et qui n'y est pas, qui ne rentre pas dans l'histoire. Alors que la façon dont a été reçu le film Irma Vep, qui parmi mes films est celui qui est devenu, j'ai envie de dire, viral, d'une certaine façon, pour plutôt utiliser le mot culte, mais c'est l'un de mes films qui a de façon persistante continué à vivre sa vie, à influencer ici, là, à être. Il y en a même un ou deux plagiats qui se baladent, etc. Je me suis dit, mais au fond, donc, mon film à moi fait partie du corpus de Irma Vep, et puis si je commence à parler d'Irma Vep, d'une certaine façon, je suis un peu obligé d'aller jusqu'au bout. J'ai envie de dire pourquoi j'ai fait ce film-là, pourquoi j'ai eu l'impression d'être hanté moi-même par le personnage d'Irma Vep, et puis surtout, je ne peux pas négliger le fait, comment dire, le hard fact que pour moi j'ai rencontré Maggie Cheung à cette occasion-là, on est tombés amoureux, on s'est mariés, on a vécu ensemble, et d'une certaine façon, le fantôme d'Irma Vep avait sans doute quelque chose à y voir. Et donc, d'une certaine façon, je me suis retrouvé moi-même, je dirais pas acteur, pas du tout acteur, personnage de mon propre film. Et plus j'avançais, plus je me rendais compte qu'au fond, oui, ça résonnait assez loin, assez profond, et que là, si je voulais être honnête, j'étais obligé d'être aussi véridique, sincère que possible. Enfin, on l'est jamais entièrement, et le cinéma c'est de la fiction, c'est pas la réalité, etc. Mais néanmoins, voilà, j'ai pas eu le temps de réfléchir et de me demander si c'était une bonne ou une mauvaise chose, dans quel état j'allais en sortir, mais il y avait l'évidence que j'avais besoin de me servir de ma propre expérience pour raconter cette histoire-là. Et peut-être juste si vous pouvez nous dire comment cet acteur-là vous est venu, et peut-être aussi le personnage, parce que l'un et l'autre me semblent liés. C'est le personnage de Gottfried, joué par Lars Henniger, l'acteur allemand, qui quand même, je dirais quand il est là, mais c'est son rôle, hein, enfin c'est son personnage qui veut ça, vampirise un peu tout le monde, et un peu le plan. Il est intense, il est dément, il est drôlatique, il est inattendu. Il est tout ce que tout. Il est tout, comment dire. Moi,
j'ai été adolescent dans les années 70, mon goût du cinéma il s'est constitué en voyant beaucoup, en voyant les films du nouveau cinéma allemand, etc., les films de Fassbinder, de Werner Schroeter, où j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait une sorte de chaos vital ou d'ailleurs, je pense aussi à Kenneth Anger, etc. Où d'un coup, il y a quelque chose qui a à voir dans ce que le cinéma peut avoir de dangereux, de transgressif, etc. C'est une question de vie ou de mort qui semble apparaître à l'image. Oui, et puis comment dire, de singlerie, quoi. Enfin, il y a quelque chose d'une singularité, d'une originalité, d'une bizarrerie, qui était ce qui nourrissait l'imaginaire du cinéma, qui est un cinéma qui était à mi-chemin entre l'expérimental et aujourd'hui, il y a ce sentiment que le cinéma, il est devenu très sage, quoi. Il est devenu très sage, il est devenu moralisateur, il devient donneur de leçons. Moi, je me suis toujours vécu, et moi, j'ai toujours aimé les cancres. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut faire la morale, il faut avoir des prix, il faut être dans les institutions de pouvoir, etc. Moi, au fond de la classe. Vraiment au fond de la classe, et au piquet, le cas échéant, etc. Et ça, pour moi, le cinéma de Fassbinder me donnait ça. Moi, je n'ai pas fait d'école de cinéma, j'étais pas un bon élève à l'école, j'ai jamais eu envie de l'être, et j'ai appris le cinéma au jour le jour, dans sa fabrication, parce que j'ai eu la chance d'avoir un père qui travaillait dans le cinéma, donc je pouvais faire des jobs d'été où je travaillais des cafés, et où j'arrêtais des voitures. Donc, d'une certaine façon, il y a cette irresponsabilité du cinéma, ce côté, encore une fois, cette liberté, cette irresponsabilité du cinéma, qui est quelque chose qui m'a toujours inspiré, qui est toujours ce qui m'a fait faire du cinéma. Je crois que mon désir du cinéma, il vient de ce côté rock'n'roll du cinéma, et d'ailleurs c'est ce que j'ai. Je connais un peu comme ça David Cronenberg depuis très longtemps, et je l'ai croisé il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, et j'ai eu besoin de lui dire que les films, que ces films, l'importance qu'avaient eu ces films pour moi, et d'arriver à mettre des mots sur le pourquoi. Et le pourquoi, c'était que les films de Cronenberg, comme ceux de Carpenter, comme ceux de Wes Craven, comme ceux de Fassbinder, comme ceux de Werner Schroeter, au fond, me donnaient le même genre de frisson que me donnait ce que j'aimais dans le punk rock. Et que d'une certaine façon, quand j'ai commencé à vouloir faire des films, j'arrivais pas à comprendre pourquoi ce que je voyais au cinéma m'excitait pas de la même façon, me transportait pas de la même manière qu'un concert des Clash, quoi. Et d'une certaine façon, j'ai jamais complètement résolu cette question, hein. Mais j'ai admiré les cinéastes qui allaient dans cette direction-là, et donc à travers le personnage de Gottfried, c'est sûr qu'il y a le côté un peu sex, drugs and rock'n'roll, voilà. Et quelquefois j'ai un petit peu réduit mon thé, etc., parce qu'il y a des moments où ça allait vraiment trop loin. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une a envie de poser une question? Voilà, oui, au milieu, là. Et le micro arrive, le micro il est juste là. Moi, je voulais dire que c'était un vrai plaisir de l'avoir vu dans cette émission. C'était vraiment un vrai plaisir de l'avoir vu dans cette émission. Et
est-ce que vous avez envisagé un moment de tourner les séquences du film en pellicule? Oui. C'est un peu un regret, j'avoue. Oui, non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Je veux dire que, disons que là, ça fait partie du deal avec HBO. Mais en même temps, moi, je suis arrivé à m'accrocher à la pellicule, à ne pas lâcher la pellicule jusqu'à Personal Shopper. Et ensuite, j'ai fait jusqu'à Double Vie. Et après, comme j'ai fait Cuban Network, alias Wasp Network, qu'on tournait à Cuba, et c'était impossible de travailler la pellicule, etc. Donc j'étais obligé d'utiliser le numérique parce qu'il y avait vraiment littéralement pas de choix matériel. Si on m'avait demandé de comment j'ai envie de faire Irma Vep, j'aurais sans doute préféré le faire en pellicule. Simplement, il y a des choses, comment dire, je dis pas que j'ai pris goût à la pellicule, au numérique, mais j'ai appris des trucs sur le numérique qui, d'une certaine façon, m'ont donné un sentiment quand même un petit peu plus nuancé qu'auparavant, du fait que, si vous voulez, tout simplement, on peut ouvrir beaucoup plus. Donc ça veut dire qu'on gagne une demi-heure le matin, on gagne une demi-heure. Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir? L'objectif, c'est-à-dire qu'on peut tourner avec moins de lumière, quoi. Donc quand le soir tombe, surtout quand on tourne en été, enfin non d'ailleurs, comme en hiver, de toute façon les journées elles sont calées sur l'ensoleillement, etc. Donc encore une fois, avec le numérique, il y a une sensibilité de pellicule qui est hors du commun, qui n'a rien à voir avec celle de la pellicule, par exemple, et même pour des scènes de nuit, les scènes de nuit de Irma Vep sur les toits, et tout, etc., c'était infaisable en pellicule, ça n'existe pas. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour ce Je voulais savoir si vous avez eu des retours sur l'accueil qui a été fait à cette série aux États-Unis. Franchement, on a eu une presse de ouf. Non, ça a été très bien reçu. Ça a été très bien reçu, et je ne m'y attendais pas nécessairement. Pour moi, j'ai envie de dire que la liberté que j'ai eue de faire ce film-là, et pour ce budget-là, parce que quand même, je sais pas, j'ai eu entre les mains un budget, ça m'est jamais arrivé d'avoir ça entre les mains. Donc combien ça a coûté aux alentours de 40 millions d'euros. Quand j'ai, je sais pas, le film le plus cher. L'épisode coûte 5 millions un peu. C'est trop cher. Mais on aurait pu le faire pour moins cher, mais enfin là il se trouve que là c'est les États-Unis, il y a des obligations de ceci, des obligations de cela, etc. Ça coûte cher. Et donc, non, le film a été très très bien reçu. Le film a été très bien reçu au point que, là, je ne sais pas où ça en est, mais à un moment donné, HBO était enchanté, tous les producteurs étaient enchantés. Il va y avoir une suite. Disons qu'ils ont commencé à me... Ça s'appelle, Bernard, ça s'appelle une seconde saison. Voilà. Une suite. Voilà. Il y aura une saison 2. Voilà. Non, alors, donc si vous voulez, moi je sais pas commenter les chiffres, donc je sais pas, mais c'est vrai qu'il donne des chiffres moi je fais semblant de comprendre, mais enfin néanmoins quand on était à la diffusion du 3e ou 4e épisode, il donne des chiffres que par épisode spécifique. Donc quand on était au 4e, il disait voilà, le 4e il a fait tant, mais entre temps le premier il en est à tant. Et donc, à un moment donné, on était à 1,8 million de spectateurs uniquement sur les États-Unis. Donc, après, moi, je ne sais plus compter. Enfin, ça, c'est des trucs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui regarde le film.
Et aujourd'hui, ils font des campagnes de promotion pour les remises de prix de fin d'année, etc. Ça coûte quelque chose, donc ça veut dire qu'ils y croient un peu. Donc ça veut dire qu'ils sont contents. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a eu plus de public que ce qu'ils imaginaient, et disons, ce qu'ils attendaient en termes de prestige, du point de vue de l'accueil de la presse, etc., ils l'ont eu au carré. Donc d'une certaine façon, c'est quitter bons amis, quoi. Il ne manquerait plus que le dernier de la classe reçoive un prix. Allez-y, oui. Bonsoir, merci beaucoup pour votre discours. Je voulais vous partager mon expérience de Irma Vep. Moi, j'ai eu la chance de voir les premiers épisodes au Festival de Cannes, ce qui est magnifique. Il faut dire que je déteste voir les séries chez moi, c'est beaucoup mieux en grand écran et en première. Et moi, je vous ai pas vu, Olivier, parler avant. Mais quand je suis sortie de la projection à Cannes, il y a Serge Tobiana qui me dit « Oh, comme il lui ressemble !» Je dis « Qui ?» « Mais Vincent, à Olivier, il joue tellement bien. » Et là, je vous vois aujourd'hui et j'ai compris. Je pense que c'est d'accord. Ma question, c'était... Mais déjà, c'est une bonne question, ceci dit. Oui, enfin... Tu ne vais pas aller voir Vincent Macaigne en lui disant « fais-moi ». Non, pas du tout. Bon, alors. Donc on peut déjà répondre à cette question. Et ma question, c'est pas exactement par rapport à ça, c'est un peu plus en général. Ce qui était peut-être plus exigeant pour vous dans la direction d'acteur. Ce qui était plus difficile, comment dire, je crois d'abord, il y a le fait qu'il y ait beaucoup de personnages. Il y a donc beaucoup de personnages sur des registres très différents. Et sans doute l'une des choses qui était la plus compliquée, c'était de faire vivre l'équipe du film dans le film. Parce que souvent, on tournait l'axe de ce qui est en train d'être filmé, avec un ou deux personnages qui jouent la scène, ou qui jouent la scène, etc., qui jouent la scène inspirée de feuillade. Et puis, à un moment donné, on disait, bon, maintenant, on va faire le contre-champ, enfin, dans l'autre sens, et on va être sur l'équipe. Et là, moi, je sais pas écrire une partition où je décrirais l'action de 20, chaque fois, on découvrait 25 personnes. Et donc, il fallait chacun leur donner une... Évidemment, on a les figurants qui n'étaient pas des figurants, qui étaient des silhouettes, et même des acteurs. Chacun était en réalité un vrai technicien. Donc il savait ce qu'il avait à faire, il savait, etc. Mais d'une certaine façon, ça se mettait en place tout seul. Ils savaient tous ce qu'il fallait faire, etc. Mais d'une certaine façon, ça suffit pas à faire un plan de cinéma, donc il fallait à un moment donné que je les anime, que je les fasse vivre, enfin, plutôt que mon assistante qui micromanageait les silhouettes, travaille quand même, enfin c'était chaque fois de l'équilibrisme pour arriver à rendre vivant, crédible l'action de tout ce groupe de personnages qui, encore une fois, n'était pas décrite dans le scénario. Il y avait une ligne dans le scénario, donc c'était vraiment des choses qu'il fallait, ça fait partie des choses qu'il fallait vraiment inventer sur le plateau. Et puis, si vous voulez, ce qui est difficile dans ce film-là, comme dans n'importe quel film, c'est de faire coïncider, de trouver l'harmonie entre le scénario, l'acteur et le lieu. C'est-à-dire que le lieu, en général, je le connais pas quand je suis en train d'écrire.
je fais des repérages, je trouve en général des lieux qui sont beaucoup plus intéressants que ce que j'ai mis dans mon scénario, parce que j'ai inventé de façon assez sommaire une mise en place crédible et qui est narrativement qui tienne debout. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez dans un décor qui est beau, qui est chargé d'histoire, qui donne des possibilités esthétiques, plastiques, etc. Donc d'une certaine façon, ça m'oblige, ça me donne envie, et mes acteurs au lieu. Et donc ça veut dire qu'il y a des choses que je suis obligé au jour le jour, constamment, de réinventer, de recadrer, etc. Et ça évidemment, comme les acteurs eux-mêmes l'ignoraient et le découvraient, etc. Donc il faut arriver à les guider, à les aider. Parce que souvent, ça m'arrivait d'imaginer des plans là, le matin quand je les dessine chez moi, etc., qui sont compliqués, qui sont longs, qui relèvent d'une chorégraphie un peu difficile, etc. Et donc là, il faut juste que je donne aux acteurs confiance. Donc, ça a l'air bizarre, vous allez aller là, et puis après vous ferez ça, etc. Mais vous inquiétez pas, ça marche, je vous promets, etc. Et comme en plus je répète pas du tout, je leur dis, alors voilà, on va faites ça, et puis on va bien voir si ça marche pas, on fera autre chose. Allez-y, monsieur. Et après tout. Allez-y, essayez. Bonjour. Voilà. J'étais super heureux de voir ce film, j'étais figurant dedans. Dans la scène de l'explosion, j'ai pas eu mon triple cachet. Maintenant, j'aimerais vous poser la question suivante. Dans le film, j'ai été super touché par le personnage de Mira lorsqu'elle est Irma Vep hors du set. C'était incroyable, ça m'a vraiment beaucoup touché. Et ça m'a aussi touché de voir ce côté, bon voilà, le personnage de Mira qui devient Irma Vep, qui faisait un petit peu le rappel de Musidora qui devenait aussi Irma Vep. Je me suis demandé, est-ce que Alicia Vikander aussi, elle est devenue Irma Vep? Je sais pas si elle est devenue Irma Vep, mais je sais que je crois qu'elle a, comme moi, mais elle a appris des choses en faisant ce film. Et j'ai eu l'impression que comme on était tous confrontés à quelque chose qui nous dépassait un peu, parce que moi j'ai décrit la façon dont je l'étais moi-même, le sentiment d'être dépassé par ce que je faisais, la façon dont je le faisais. Je pense que si Alicia était là, elle dirait à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas eu l'occasion jusqu'à présent d'avoir ce genre de liberté, ce genre d'être à la fois au centre d'un film, mais aussi d'avoir autant de liberté de création, d'invention. Et je crois qu'on a inventé dans notre fonctionnement commun une sorte de mise en danger mutuelle qui a été bénéfique au film, mais parce qu'elle est devenue Irma Vep, et puis que moi je suis devenu René Vidal, Vincent Macaigne, comme vous choisissez. Éventuellement Olivier Assayas. Vas-y. Bonsoir. Merci pour votre film. Le portrait de Musidora n'est pas une esquisse, il est authentiquement dessiné, il est solide historiquement, c'est très bien renseigné. Est-ce que c'était une volonté de votre part ou est-ce que ça faisait partie du process de clarification, de feuillade, etc. Pour moi, c'est tout d'un coup, j'avais l'impression de tomber sur un document
en faisant la recherche, en faisant un travail de recherche autour du film, autour de feuillade, pour reconstituer un tournage de feuillade, etc. Tout d'un coup, quand j'ai trouvé etc., pour moi, c'était comme... pour moi, ça devenait le scénario, ça devenait une partie du scénario du film. Et j'ai trouvé que la façon dont alors, le problème, c'est que Musidora, la mémoire de Musidora est quelquefois un peu approximative. Alors, donc, des fois, moi, je la suivais au pied de la lettre, en me disant, vous inquiétez pas, c'est comme ça, c'est dans le Musidora, etc. Ça marchait pas du tout, c'était complètement incrédible, etc. Donc, elle raconte l'histoire du tournage des Vampires 20-25 ans plus tard. Et donc elle a tendance elle a quelquefois tendance un peu à enjoliver. Mais néanmoins, je trouve que son imagination et disons qu'elle se souvient de l'essentiel, c'est-à-dire la façon dont elle a, de sa collaboration avec Feuillade et la façon dont elle a contribué à créer ce personnage et ce film, etc. Et puis après, elle brode un peu, mais de la même manière donc avec une poésie dont j'étais ravi d'intégrer dans le film. Mais oui, j'aimais bien l'idée de pouvoir... Parce que c'est précis ce qu'elle raconte. C'est vraiment... toute la scène de la bombe etc. J'ai enlevé des trucs et tout, etc. Presque parce qu'ils étaient à peine crédibles, tellement c'était délirant, etc. Mais où j'avais reproduit exactement ce que racontait Musidora. Et je trouvais que c'était en tout cas... la strate Musidora, elle est hyper riche en réalité dans le film. C'est qu'à un moment donné, plus on avance et plus tout à coup on découvre cette dimension un peu documentaire, avec laquelle on s'est par ailleurs beaucoup amusé. C'est-à-dire la façon dont Vincent Lacaigne s'est inspiré, là pour le coup, non pas de moi, mais de Louis Feuillade. Je veux dire, ça me faisait mourir de rire tous les jours, mais encore une fois, sur la base de ce qu'avait raconté, écrit Musidora. Et vous avez skippé l'accent du Sud, parce que Feuillade, il venait du Sud. Oui, absolument. C'est vrai. Ce qu'on oublie et qu'on retrouve là, c'est que quand Feuillade dirigeait, il dirigeait derrière un bureau. Ah oui, non, mais ça, il y avait ça. Non, mais ça, alors, honnêtement, je ne sais pas si c'est Feuillade ou si c'est Vincent Lacaigne. Parce que il me semble que je crois que c'est une idée de Vincent qui a dit je pourrais être derrière un bureau et tout, etc. Ça faisait vraiment genre old school. Ah oui. Et c'est vrai qu'il est arrivé avec ce côté, ça c'est aussi une invention de lui, là, hyper raide, là, etc. Et qui descend là des coups de Nio. Lui aussi, à ce moment-là, il joue plusieurs personnages. Ouais. Absolument. Oui. Bonsoir. Déjà, je voulais vous dire, monsieur Assayas, que pour moi, vous êtes vraiment le grand cinéaste rock du cinéma français. Et j'ai adoré votre série, elle était vraiment géniale. Je vous mettrai un 10 sur 10 sans hésiter. Et ma question, c'est, est-ce qu'on peut dire que le leitmotiv du film, c'est « Nous pouvons oublier le passé, mais le passé, lui, ne nous oubliera pas ». C'est assez bien dit, oui. Oui, je vous engage. Franchement, oui, c'est juste. C'est-à-dire, enfin, dans le sens où quelque art que ce soit, on le fait avec, selon l'expression, sur les épaules de géants, quoi. Enfin, il me semble qu'on a en effet des comptes à rendre au cinéma du passé, oui. Oui, je crois à cette idée. Peut-être prendre une dernière question. Peut-être pas la dernière. Ils sont là depuis 14h30 hier, personne n'est pressé. Bonjour, je tenais à vous remercier déjà pour cette série, pour ce film en 2 parties, comme vous l'avez décrit hier, qui est très dense et qui est excellent. Ma question concerne la musique du film. Dans l'Irma Vep original de 96, vous mettez un morceau d'Ali Farka Touré,
Et là, le générique de la série, c'est Boum Mokhtar. Donc je voulais vous demander si c'était un lien inconscient. Déjà. Ah oui, non, complètement. Moi, j'ai décliné, justement, parce que Irma Vep, c'était important pour moi pour plusieurs raisons. D'abord parce que, pour les raisons que j'ai dites, mais aussi parce que c'était le début de ma collaboration avec Sonic Youth. En fait, j'avais utilisé un de leurs morceaux qui s'appelle Tunic, dans le goût. Et en fait, on avait un ami commun. Et quand il y a eu la première projection au Festival de New York de Irma Vep, Thurston Moore et Kim Gordon sont venus, et on s'est rencontrés, on a tout de suite accroché, et par la suite on a travaillé ensemble plusieurs fois. Et là Thurston a fait c'est Thurston, et donc j'ai eu envie de garder Thurston, enfin d'une certaine façon qu'il fasse partie du nouveau Irma Vep, et puis surtout que d'une certaine façon qu'il fasse ce qu'il avait un peu fait dans Demon Lover, mais dans Demon Lover c'était encore Sonic Youth. Là c'est vraiment Thurston tout seul qui a créé la BO, quoi, la BO du film. Et de la même manière, j'avais utilisé pour le générique de fin de Irma Vep la datation, la version par Luna et par comment ça s'appelle, Bonnie and Clyde de Gainsbourg, et en fait je trouvais que j'avais envie de retrouver l'écho de ça dans la série, et donc du coup j'ai proposé à Luna n'existe plus ou à peine aujourd'hui, et donc c'est Dino, et j'avais rencontré Dino Arham dans les mêmes circonstances à l'origine, et je lui ai proposé d'adapter 2 chansons de la Belle Époque, 2 chansons françaises de la Belle Époque dans des versions à lui, etc. Et je trouvais que ça, dès qu'il m'a envoyé les maquettes, je me suis dit mais c'est vraiment là ce que je cherchais, c'est la bonne note, etc. Alors il en manque un peu, c'est la seule comment dire, c'est la seule toute petite nuance où la version intégrale longue perd quelque chose par rapport à la version à la version série. C'est que dans la version série, il y a les génériques de fin. Sur chacun des génériques de fin, il y a des morceaux, il y a les versions longues des morceaux. Et donc oui, effectivement, Boum Mokhtar, il est bon, Alifa Katouré, il est plus des nôtres. Pour moi, j'ai une admiration folle pour lui, et je trouvais que sa musique dans l'Irma Vep apportait vraiment quelque chose, enfin, il y avait quelque chose sur le Paris, et cette musique, espèce de blues malien, et tout, etc. Il y avait un truc qui appartenait à Irma Vep, et j'aurais pu utiliser la musique du fils d'Alifa Katouré, mais je trouvais que Boum Mokhtar, il apportait un truc plus rock, plus électrique, et donc du coup ça s'est imposé. Franchement, c'est quasiment, ça s'est imposé tout seul, quoi. Ça s'est fait tout seul. Je vous rappelle seulement qu'à 20h, on projette un film de War Dogs. Sentez-vous libre. Ah oui, il y a ça quand même. Oui, bonsoir. Quand on sort d'un volcan, l'éruption, pour moi c'est une éruption ce film, et je parlais de revenir à zéro, mais qu'est-ce qu'on fait c'est une parenthèse ou comment on va continuer l'aventure Quand j'ai fait Carlos avec Edgar Ramirez, qui était une série aussi, enfin, là, pour le coup c'était plus un film de 5h30, il y a le film a été très bien reçu, il a fait tous les festivals du monde, etc. Enfin, tout d'un coup, la carrière d'Edgar est partie dans la stratosphère, et ainsi de suite. Et on était dans un festival
dans un festival et il y a Edgar qui me demande bon, bah, alors maintenant que vous avez fait ça, que vous avez fait Carlos, maintenant qu'on a fait Carlos, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et je lui ai répondu bah, on va les décevoir. Mais là, peut-être pour mettre un point final provisoire, il y aura une saison 2 et tu t'en occuperas pas forcément. Écoute, non, sur l'avenir, on ne sait pas. Aujourd'hui, on sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout. Les périls de Pauline? Oui, voilà, pourquoi pas, absolument. Oui, bien sûr. Oui, bonsoir et merci pour le film. Oui, vous parlez beaucoup de cinéma dans ce film. Alors, tous les personnages sont assez cohérents parce qu'ils sont très extravertis. Alors, ce personnage, c'est l'assistante d'Alicia Vikander. Enfin, oui. Voilà. Alors, elle est complètement à part et je voulais savoir comment vous aviez conçu ce rôle. Ah, bah pour moi, j'avais envie d'un personnage entièrement poétique. Qui est une espèce de... qui porte une sorte de vérité et qui porte d'une certaine façon le futur du cinéma. Bon, pour moi, il y a cette idée que c'est une sorte d'artiste, qu'elle conserve son mystère parce que c'est une artiste en devenir. Et on la voit avancer pas à pas, mais sûrement. Et que... s'il y en a une, on peut la voir, mais je pense qu'elle fera pas des séries, elle sera pas en train de faire des séries, elle sera en train de faire des vrais films. Et une belle découverte, c'est Lou. Oui, Lou Lampros. C'est une actrice extraordinaire. Ouais, j'adore. C'est la première fois que je travaillais avec elle, mais pas la dernière. Qui arrive à la fin. Bien. Eh bien, merci infiniment à vous et merci beaucoup, Olivier. Bernard. À bientôt.